pour cette nouvelle émission, Le Coin de l'expert de la Sûreté TV. En plateau avec nous, notre expert management, Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Bonjour Céline, content de vous retrouver. Alors justement, nous venons de réaliser 22 émissions sur les Ah oui. fondamentaux à prendre en compte dans le management authentique. Grâce à vous, nous avons identifié les principaux types de management, leurs limites, leurs besoins, leurs peurs et les origines de ces préférences managériales. Pour débuter cette avant-dernière émission, déjà, je vais reprendre une citation que vous nous avez livrée lors de la précédente émission. Alors, je vous cite, ou plutôt je vais reprendre le proverbe zoulou qui disait « On a fait cuire un têtu avec une pierre et la pierre était cuite la première. » Et vous avez également ajouté « Les a priori ont la vie dure ». Alors, Philippe, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, il va falloir développer. Oui, voilà, effectivement, les a priori ont la vie dure parce que quel que soit le mode de management que je préfère, inconsciemment, et qui fait partie de mon ADN comportemental, qu'il soit directif, qu'il soit expansif, coopératif ou normatif. La règle est la même pour chacun d'entre nous. Il faut savoir se méfier d'abord de nos perceptions, parce que nos perceptions font que nous avons toujours l'envie de voir le monde tel que nous sommes plutôt que tel qu'il est. Autrement dit, nos perceptions peuvent être très souvent erronées et on va avoir envie de réagir par rapport à elles sans se rendre compte que parfois, autrui, qui est différent de nous dans son mode de management ou comportemental, est plus adapté que nous à la situation. Alors, quel est le lien direct avec l'apriorisme ? Mais la vérité, c'est que nous filtrons nos opinions, nos comportements, nos décisions, nous les filtrons au travers de ce que nous sommes devenus. Et je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on a plutôt tendance à le voir comme nous sommes. Autrement dit, en filtrant le monde au travers de ce que nous sommes, eh bien, on provoque une distorsion de la réalité. Et ces distorsions, on va les retrouver dans le management. On va les retrouver dans toutes les formes de management, sous forme d'a priori, sous forme de subjectivité, et ça va manquer de factuel et de réalisme. Alors, je suppose qu'il existe quand même beaucoup de managers factuels et objectifs. Oui, bien sûr, et que nos téléspectateurs se rassurent, on n'est pas en train de les juger, sinon on prêcherait contre nous-mêmes, contre notre cohérence. Non, mais simplement, il existe beaucoup de managers qui se veulent très cohérents, mais ils sont, comme vous et moi, ils filtrent au travers de leur parcours de vie. Et quand on filtre au travers de son parcours de vie, si on n'a pas une très bonne connaissance de soi, et la capacité à disséquer la façon dont ce parcours de vie a influencé, par exemple, nos comportements préférés, ou notre système de valeurs, ou encore nos appétences mentales dans le domaine des prises de décision, eh bien, sans cette très bonne connaissance de soi, notre sens critique managérial, notre discernement managérial va être vrillé. Il risque même d'être émoussé par une multitude d'a priori qui sont tirés vraiment de notre parcours de vie. Sans compter une chose contre laquelle il faut lutter quotidiennement, de façon sociétale, hein, Céline, je dis vraiment ça, hein, c'est la généralisation, le phénomène de généralisation. Voilà, tous les Français sont comme ça. Mm. Oui, dans tel département, ils sont tous comme ça. Dans tel pays, ils sont tous comme ça. On est sans cesse en train d'enfermer les gens au point même qu'on va se mettre à écrire des livres en disant que tous les hommes sont comme ça et que toutes les femmes sont comme ça. Et on va généraliser. Alors, comment les éviter, ces a priori ? Eh bien, si notre tête est ronde, je suppose que c'est aussi dans le but de ne pas coincer nos idées dans les coins. C'est peut-être une bonne façon, effectivement, de se dire qu'il est beau, qu'il est bien, d'ouvrir son esprit à d'autres façons de percevoir, de comprendre, d'analyser, de gérer aussi et de se comporter et de se dire que les autres peuvent aussi nous tirer vers le haut. En fait, on en a parlé l'autre jour, on a dit notre intérêt à tous, mutuel, c'est de travailler beaucoup plus notre flexibilité, comportement parlant, mais aussi par rapport à notre système de valeurs et aussi à nos modes de pensée et de prise de décision. Il faut savoir se remettre en question et analyser ce que sont les autres. Alors Philippe, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas que nous restons nous-mêmes, qu'il faut tout accepter, tout admettre, bref, changer de personnalité, quoi ? Non, surtout pas. Surtout pas, il ne faut pas changer de personnalité, il faut garder son ADN. Mais
quand on veut améliorer une relation, surtout dans l'entreprise, mais même dans la famille, hein, quand on veut améliorer une relation, il faut faire un effort. On ne peut pas ne pas faire d'effort et se dire qu'on a toujours raison. C'est pas possible. Il va falloir faire un effort vers l'autre, dans ses préférences à lui, aller jouer un peu sur son terrain. Ce n'est pas du caméléonisme, je ne suis pas en train de changer mon mode de management ou ma personnalité. Je fais simplement un effort dans le but d'optimiser la relation. C'est intelligent de faire cela parce que il va devenir possible de construire ensemble, de créer ensemble. On va pouvoir mieux se comprendre, mieux se respecter et mieux se considérer. C'est quand même mieux d'aller travailler dans son entreprise en appréciant ceux avec qui on va travailler qu'en les dépréciant, n'est-ce pas? Voilà. Si on s'obstine à faire toujours ce que l'on croit juste de faire selon nous, selon nos filtres à nous, avec ces fameuses distorsions que ça va engendrer, vous savez ce qu'on provoque systématiquement? C'est un dialogue de sourds. Mais c'est systématique, c'est automatique. Alors Philippe, je vais vous chercher un petit peu. Est-ce que vous avez appliqué cette notion de flexibilité et d'ouverture d'esprit? Oui, 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 voilà, maintes et maintes fois. Et puis je continue de faire des efforts, j'ai pas fini. Parce que ça, par contre, c'est un travail sur soi permanent. Même si on a progressé dans ce domaine, il faut continuer de le faire. Bon, j'ai plein d'exemples en tête, mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans un magasin bio, vous savez, où je voulais acheter quelques aliments, la vendeuse qui tenait le guichet du centre, là, où elle vendait du pain, du fromage, etc. Alors, ça n'a rien, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le management, mais vous allez voir. En fait, Ce sont des relations humaines. c'est ça. Elle avait une apparence qui, il y a 30 ans, m'aurait choqué immédiatement. Peut-être au point même de dire non, je ne vais pas vers elle et je ne vais pas acheter là, à son comptoir, à elle. Elle était, mais alors, elle avait des piercings partout. Partout. Et cet ornement exhaustif de piercing, il y a 30 ans, m'aurait tout de suite fait reculer un petit peu. Moi, je suis du type cétacé, vous savez, un peu normatif, donc je me recule assez rapidement quand j'ai peur de quelque chose. Et puis, j'ai fait l'effort. Pourtant, c'était il n'y a pas très longtemps, et je le pratique quotidiennement, c'est mon job, la flexibilité. Mais j'ai dû faire l'effort d'aller vers elle et de passer au-delà de cette vague de jugement. Vous voyez, surfer sur cette vague de jugement. Donc vous avez réussi à aller au-delà de vos a priori? Alors, j'ai été au-delà de mes a priori et elle servait une cliente devant moi et donc, je me suis concentré sur autre chose. Voilà, je me suis concentré tout de suite sur autre chose. Et je ne la jugeais pas pour autant, elle a le droit d'être comme elle est et de se décorer comme elle le souhaitait. Mais ce n'était pas mon truc à moi. Donc, je l'ai regardé faire et je l'ai surtout écouté pour me concentrer sur autre chose. Et elle a répondu à une cliente avec une telle dextérité professionnelle sur des questions qui lui étaient posées pour acheter du pain, de la farine et d'autres choses, que finalement, j'ai tout de suite vu les qualités qui étaient au-delà de l'apparence. Et finalement, je dis souvent que savoir surfer sur cette vague d'a priori et savoir la dépasser, c'est un antidote à toute forme de jugement, à une perception, c'est un antidote à une perception initiale, et pourtant ce sont ces perceptions initiales qui généralement habillent nos certitudes. Et ça, dans votre job, comment le vivez-vous? Alors, autre exemple peut-être, autre exemple dans le job, oui, dans le business, moi je fais des certifications pendant 6 jours aux managers et aux consultants. Et un jour, dans un certain pays, il y avait un apprenant qui s'était inscrit, un consultant qui s'était inscrit en certification, qui était relativement jeune, une trentaine d'années, peut-être un tout petit peu plus. Écoutez, il a adopté immédiatement une attitude qui a presque plus gêné les autres apprenants que moi. C'est-à-dire, vous voyez, il était comme ça, en arrière. Il était très grand en plus, en arrière, les mains comme ça, il avait beaucoup de cheveux, et puis lui aussi avait un piercing dans le nez. Et puis il était avec les pieds très allongés, et ses pieds dépassaient dans la salle de formation. Parce que c'était un garçon qui devait mesurer 1,95 m, quelque chose comme ça. Bon. En fait, sa position était celle d'un vacancier qui jouit du soleil, qui jouit de son environnement sur une plage paradisiaque. C'était un peu un manque de respect quand même de la part d'un apprenant. Alors oui, ça aurait pu être pris comme ça, mais moi la question ne se posait pas en ces termes. C'était tout de suite, immédiatement, pédagogiquement, c'est du management. Comment le gagner ?
Comment faire en sorte que la relation devienne optimale pour retrouver finalement ce respect de sa part sans toutefois avoir à lui imposer et à lui dicter sa conduite. Voilà. Alors, c'est la même chose dans le management en entreprise. La question, c'est pas de savoir s'il faut imposer son respect par la voie hiérarchique. Non, la question, c'est de savoir comment mon collaborateur agit, pourquoi il agit comme cela et comment le gagner pour qu'il fasse autrement. Alors, comment vous vous y êtes pris justement avec ce vacancier en formation? Eh bien, j'ai eu l'occasion, à un moment donné, d'aller vers lui quand il était dans cette position paradisiaque, là, et puis de plaisanter en lui tendant la main, en lui disant: est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, pour te hisser de là où tu es? Voilà, et ça a fait rire tout le monde, et lui le premier. Il s'est redressé évidemment immédiatement. Il a compris que je cherchais à établir avec lui une complicité. Donc, vous avez été satisfait de ce que vous avez pu créer, de la relation créée avec lui? Ah oui, grandement. Pour moi, franchement, c'était un ravissement professionnel extrême. Celui que ressentirait un manager lorsqu'il a gagné son collaborateur. Voilà. Et puis, je peux vous dire une chose, hein, pendant 6 jours, il a été le plus participant de tous et il a été major de sa promotion. Donc, je veux dire, c'est bon d'arriver à ne pas juger, à apprécier autrui tel qu'il est sincèrement. Voilà. C'est bon pour autrui. Et c'est un soulagement pour nous. On a toujours beaucoup moins d'ennemis, on a beaucoup plus d'amis, parce que je suis convaincu, Céline, qu'il y a 25-30 ans, ça m'aurait bloqué pédagogiquement dans ma tête pour continuer cette relation. Je n'aurais eu qu'une envie, c'est de lui dire: monsieur, écoutez, sortez. Et je peux vous garantir que les participants autour pensaient cela. Mais quand ils ont vu que les choses s'amélioraient, ils ont oublié son comportement nature, voilà, et ils se sont concentrés sur ses qualités intrinsèques. Ça, c'est bon, ça fait du bien au management. Alors, Philippe, j'ai pu apprécier donc cet exemple parlant de ce vacancier en formation, mais est-ce que vous auriez une recette générale à transmettre à nos téléspectateurs? Oui, puisqu'on arrive à l'avant-dernière émission, eh bien, oui, je voudrais rappeler qu'il s'agisse du recrutement, qu'il s'agisse de la mobilité interne, qu'il s'agisse du management de proximité, de la communication, du coaching, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement en équipe, de la gestion de conflits, ou des réunions de COMEX ou de CODIR. Dans toutes ces situations-là, il n'y en a pas une où l'effort de flexibilité ne soit pas payant. Il faut toujours tenir compte d'un process managérial incontournable, une méthode que tous les managers du monde doivent apprendre à pratiquer. C'est ce que j'appelle le triangle de la flexibilité. Ce triangle de la flexibilité sera donc l'objet de notre dernière émission, et oui déjà, notre dernière émission de cette série de 24 émissions autour du management authentique. Merci Philippe pour toutes ces précisions que vous nous apportez au fil des émissions. Avec grand plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine émission sur le triangle de la flexibilité. Je vais y arriver. À bientôt.